Bonjour tout le monde, bienvenue sur Spotlight Carrosserie. Je commence toujours par remercier mes commanditaires. Donc, merci à Évaluation Concept, qui est une firme d'estimation indépendante spécialisée dans les estimations après sinistre et les valeurs marchandes pour tout type de véhicules. Pour ceux qui sont carrossés et qui auraient besoin de support au niveau de l'estimation, Évaluation Concept peut mettre à votre disposition des estimateurs qui possèdent tous les outils nécessaires pour rédiger vos devis et qui sont certifiés par le GAA. Si vous êtes intéressé par le service d'assistance carrossier, je vous invite à écrire à info@commercialevaluationconcept.com pour obtenir plus de renseignements. Je vous invite aussi à consulter leur site Internet pour voir la liste complète des services qui sont offerts par l'entreprise. Merci à Technocombustion GMS, qui sont des experts en service sur les chambres à peinture depuis plus de 30 ans. Qu'elles soient américaines, canadiennes ou italiennes, ils les connaissent toutes. Préparez vos entretiens à l'avance car leurs techniciens se bookent rapidement. Je vous invite à consulter leurs réseaux sociaux et leur site Internet afin de les contacter et bénéficier de leur expertise. Merci à Pièces Auto Atpac, qui est la première entreprise québécoise à importer des pièces de carrosserie neuves dites similaires. L'industrie des pièces certifiées a vécu de grands changements au cours des 15 dernières années, alors que toutes les entreprises de ce marché précis ont été rachetées les unes après les autres par le même géant américain, à l'exception d'Atpac, qui depuis 2021 est détenu en totalité par des intérêts québécois. Si jamais vous avez besoin d'une pièce certifiée CAPA ou non, je vous invite à consulter leur site Internet ou à communiquer avec eux au 1-800-363-9339. Merci à Unipièces OIM, courtier en pièces d'origine. Unipièces, c'est une équipe de courtiers en pièces d'origine qui parcourt la province pour représenter plusieurs concessionnaires auprès des carrossiers. Ils soutiennent les carrossiers de nombreuses façons, que ce soit pour la recherche de pièces BO, le service de livraison d'urgence, la négociation d'escompte et bien plus encore. Je vous invite à consulter leur site Internet pour découvrir tous leurs services et pour les contacter directement. Merci aussi à Mag Express, le chef de file pour la remise à neuf de vos roues. Ils sont fiers de travailler en collaboration avec les carrossiers, les assureurs, les concessionnaires et les centres de pneus. Après l'acquisition de Péjac à la fin 2022, Mag Express est fier de vous annoncer l'acquisition de Technomag dans la région de Québec. Pour tous les clients commerciaux, Mag Express vous invite à utiliser la commande en ligne pour le ramassage de vos roues et pour consulter votre historique de commande. Merci à Pièces Avantage. C'est une entreprise de courtier en pièces d'origine qui parcourt la province du Québec pour offrir un service personnalisé aux carrossiers. Ils se spécialisent aussi dans la recherche de pièces BO et grâce à leur nouveau site Internet innovateur qui intègre des systèmes de gestion et propose des alternatives aux carrossiers et aux assureurs afin de réduire leur temps de cycle. Je vous invite à consulter leur site web ou à communiquer directement avec eux et votre représentant pour bénéficier de leur service. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à l'infolette et au magazine L'Autosphère pour suivre toute l'actualité de notre industrie. Et bien sûr, tous les liens des commandites seront sous la description de cette vidéo. Aujourd'hui, je rencontre un invité qui a fait carrière dans l'industrie de l'automobile, plus du côté mécanique, mais qui a toujours gravité en carrosserie. Tout le monde le connaît bien. Il est actuellement directeur du développement chez PME Gourou et animateur de leur podcast, Monsieur Mario Comtois. Bonjour Mario. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup de l'invitation. On s'était vu dans un événement de l'industrie. Ouais. On s'était lancé un peu le défi de s'inviter mutuellement à un podcast. Exact. Tu fais des podcasts côté carrosserie, je fais du côté mécanique. Qu'on le veuille ou pas, c'est quand même la même industrie qui se côtoie à un certain moment donné. Fait que merci de l'invitation. Je suis plus habitué à poser des questions que de répondre. Fait que je vais essayer de répondre correctement ce matin. Être pertinent et intéressant quand même. Je suis sûre que tu vas l'être. Puis, tu sais, c'est un podcast, c'est pas une entrevue question-réponse. Fait que laisse-toi aller si... C'est ce que je dis à mes invités habituellement. Ouais. C'est un peu ma job, c'est ça? C'est ça. La première question, c'est... On commence du début, en fait. Fait comment tout ça a commencé pour toi? C'est vraiment... je n'étais pas destiné pour venir dans cette industrie-là, honnêtement. Après mon secondaire, j'avais appliqué pour aller en télévision au cégep de Jonquière. Puis malheureusement, mes notes n'étaient pas assez bonnes. Ils prennent 40 étudiants sur 880 demandes. Fait que j'ai pas passé. Alors, étant d'une famille de col bleu, j'ai commencé à travailler. Je connaissais quelqu'un qui était responsable d'un centre de distribution qui s'appelait Uniselec. Et puis, il m'a demandé de passer une entrevue pour aller travailler là. Je me suis présenté, je me souviens toujours dans la salle d'attente en septembre 80, c'est quand même assez vieux. Il y en a qui étaient peut-être pas nés à l'écoute. Ouais. Merci, je me l'ai rappelé. Fait que, puis c'était marqué ensemble, nous forgerons l'avenir. Fait que là, je disais, oh boy, qu'est-ce qu'ils font ici? Je suis pas sûr d'être à bonne place. Ça s'est pas amélioré lorsqu'ils sont venus me chercher puis rentrer dans l'entrevue pour passer mon entrevue. J'ai vu qu'il y avait des pièces automobiles. Puis moi, je connaissais rien de tout ça du tout. Mon père avait un véhicule, 6 enfants, on ne touchait à rien. Je savais juste la vitre ou à peu près l'essence, c'était à peu près la seule chose. Fait que là, j'ai dit, écoute, moi, je connais pas vraiment les pièces automobiles, vous voulez m'engager? Non, c'est tout des numéros, c'est tout de la localisation. Fait que c'est un centre de distribution qui existe encore à Boucherville, qui était le premier centre de distribution d'Uniselec. À l'époque, Uniselec était 40 employés à peu près, là.
un centre de distribution. On était 26 dans l'entrepôt qui travaillaient. Fait que j'ai commencé à travailler là, comme picker pour ramasser les commandes dans l'entrepôt. Puis j'aimais ça. Puis là, c'était à l'intérieur, puis c'était dynamique, puis c'était une jeune entreprise. Mais après 3 semaines, j'étais vraiment mon boss, je m'ennuie, là, c'est commencé à être plate, là, tu sais, brasser de balai le vendredi, puis jouer au Kékosum dans les corridors. Là, fait que dans le fond, tu recevais la commande, puis tu allais chercher les pièces, puis tu préparais la commande. L'entrepôt était divisé en différents secteurs, fait qu'on s'occupait de chacun de notre secteur. Il fallait placer la nouvelle marchandise, sortir les commandes. Comme un picker normalement à l'époque, là, on faisait beaucoup plus du manuel. Je m'ennuyais un peu, fait qu'ils m'ont dit tu veux du challenge, on va t'envoyer l'expédition. À l'expédition, on avait beaucoup plus de challenge parce que les différentes zones arrivaient des fois à la dernière minute, les livreurs arrivaient, il fallait livrer le stock, il fallait laisser des fois sur temps. Fait que c'était beaucoup plus dynamique, j'aimais ça. Je suis quelqu'un qui veut tout le temps en avoir plus. Là. Pour ceux qui connaissent mon profil, malheureusement, je suis un peu de même. Là, fait que je suis un peu intense. Fait que au shipping, ça a super bien été. Après ça, on m'a donné d'autres responsabilités, de m'occuper des proléteurs, des petits colis. Jusqu'à temps où ils ont voulu partir un chiffre de soir. À l'époque, on travaillait que 8h à 5h, mais là, ils voulaient travailler aller jusqu'à minuit le soir pour être capable de livrer les commandes plus tard. Fait qu'on m'a demandé de m'occuper, dans le fond, d'aller m'occuper de ce nouveau quart de travail avec une partie des employés que j'ai accepté. Là, je suis devenu superviseur. Évidemment, à l'époque, là, je me suis dit, on va faire retourner à l'école parce que c'est pas juste avec mon secondaire 5 que je vais être capable de grandir dans l'entreprise. Ils ont été super sharp avec moi. Ils disaient, je te paye la moitié du cours, si tu réussis, on te paye la totalité. Fait que j'ai retourné à l'école par les soirs, en plus de travailler. Puis j'ai été chercher mon certificat en administration à ce moment-là. Et là, j'ai eu une révélation lorsque j'ai suivi cette formation-là, qui était 10 cours, 10 secteurs dans l'entreprise. C'est vraiment le marketing et les ventes que j'ai vraiment apprécié beaucoup plus. Surtout le marketing. Ah ouais? Ouais. Fait que là, j'ai dit, non, moi, je veux faire du marketing. À l'époque, il y avait t'accrochait? Hein? Qu'est-ce qui t'accrochait dans ça? Mais c'est le produit, la mise en marché. Ça revenait un peu à la télévision aussi avec les commerciaux, probablement, tout ça, etc. Là. Fait que c'était quand même intéressant d'essayer de développer de la marque, développer des concepts, puis tout ça. Là. Moi, je parle jamais de commerciaux à la télé. Je les regarde, je les écoute. Moi, je suis un mordu. Là. Wow. J'ai déjà été dans les endroits où on écoute des commerciaux, là, des soirées de temps, là, qui montrent tous les meilleurs commerciaux au monde. Ouais. Non, mais il y a des concepts en arrière. Là. C'est comme, je me souviens les deux jeunes avec McDonald's là, qui sont couchés, puis ils voient le ciel, ils voient le M, puis ils disent on est rendu au ciel. C'est tous des concepts, ils disent voyons, ça n'a pas de sens. J'ai trouvé que les gens étaient créatifs, fait que j'ai été aspiré par ça. Fait que j'ai été voir les patrons chez Uniselect, je dis écoute, moi, je veux m'en aller en marketing, j'ai étudié, j'ai eu mon diplôme. Ils ont dit c'est le fun, là, mais avant d'aller là, il va peut-être falloir que tu ailles voir des clients. Je parlais avec des clients régulièrement parce que j'étais rendu chef d'entrepôt à l'époque. Ouais. Donc, j'avais 80 employés syndiqués sous ma charge. Et puis, 2 quarts de travail avec des superviseurs. Fait que, tu sais, c'était non-stop. Là. Le téléphone cellulaire, le walkie-talkie, mon téléphone, le délégué syndical, des employés qui ne rentrent pas. Fait que l'action, on en avait. C'était vraiment le fun. T'étais servi. C'est ça. Fait que là, j'ai été voir quelqu'un, puis j'écoute, je veux vraiment aller l'essayer. Fait qu'il y a un poste qui est ouvert. Ils ont dit, il faudrait que tu ailles... J'ai décidé d'aller faire quelques journées, aller voir qu'est-ce que ça ressemblait, aller sur la route, aller voir des clients, des magasins puis des ateliers. Avec Gilles Raté à l'époque, je me souviens d'avoir été fait la journée, puis après 2-3 jours, je dis, ça m'intéresse. Alors, j'ai vraiment viré, j'ai fait un virage à 180 degrés, qui est assez rare des gens qui vont être en opération, puis vont s'en aller du côté des ventes. C'est vraiment 2 antipodes. Je me souviens d'un Gilles Raté, juste un an ou 2 avant, m'avait dit, à l'époque, on shippait des commandes 1 fois par semaine au magasin. C'était à la vieille époque. Aujourd'hui, lui, il arrive, il dit je vais signer des nouveaux clients, ils ont moins d'inventaire, c'est des plus petits magasins, il va faire livrer tous les jours. Je dis non, retourne-toi dans ton bureau. Là. J'ai dit c'est 1 fois par semaine, ça fait bien la job, là, puis ça va être bien correct. Ça. Toi, ça te demande une gestion, là, tous les ça jours. Change là, complètement. Ça change c'est sûr que quand les gens du marketing arrivent avec des idées de même, puis les opérations sont déjà assez, on est des gens assez dans notre routine, puis on veut pas puis il faut aussi être optimal. Fait que c'était un peu de nous shaker. Mais c'est sûr qu'avoir fait le move entre les opérations de m'en aller aux ventes, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, probablement, ça fait un meilleur individu que je comprends plus l'ensemble de la business, puis je souhaite ça à tout le monde. Parce que là, tu comprends vraiment de l'autre côté. Un coup, tu as vécu les deux côtés, tu comprends. Évidemment, vu que j'étais dans la même compagnie, j'étais chez Uniselect, puis là, j'ai changé des opérations aux ventes, mais j'allais voir les mêmes magasins avec lesquels que je parlais. C'est sûr, je préparais leurs commandes. C'est sûr, quand il y avait des problèmes, que j'étais obligé de payer le taxi pour aller porter à la palette, pour aller porter le matériel en catastrophe. Je connaissais quand même tous les propriétaires de la majorité des magasins.
Alors, ça m'a permis quand même de développer mes skills de vente, mais d'être capable de le faire avec des gens que je connaissais. Donc, je n'avais pas cette barrière-là qui aurait été différente si j'avais été dans une autre entreprise. Je suis parti de là, m'en aller en vente de frigidaire. Bien, il a fallu que je connaisse les clients, il a fallu que je connaisse les produits. Alors là, je connaissais les produits, je connaissais l'entreprise, je connaissais les clients. Il y a juste l'aspect vente de représentation. Dans le fond, on dit tout le temps, c'est belly to belly. Hein? Une représentation, c'est la relation, il faut la développer. Il faut aller les voir, puis il faut les aider. Moi, j'ai Uniselect a été développé comme un réseau d'associés un peu entrepreneurs. Puis ils nous demandaient, à nous autres, aux employés, d'être aussi un peu entrepreneurs. Tu sais. Cette entreprise-là, quand on avait un nouveau poste, on se le créait nous autres mêmes. Dans le sens, on pense qu'on a besoin de ça, moi, c'est de l'allure, fais-moi un projet. OK, on te nomme ça, puis vas-y. Tu sais. Wow! Parce que c'était de même à l'époque. Fait que, à un moment donné, je me souviens, quand j'ai commencé à aller voir des magasins, je dis, écoute, j'ai jamais travaillé dans un magasin de pièces. Là. Je viens pas de là, je viens d'un entrepôt. Fait que j'ai dit, je vais me choisir un magasin avec lequel je fit, puis je vais aller passer une semaine, puis je vais aller passer vraiment ce qu'on appelait un camping à l'époque. Là. On va aller passer une semaine, puis je vais aller faire tous les postes dans le magasin pour essayer de comprendre, parce que si je veux les aider, les magasins, il faut que je comprenne la réalité. T'sais. Fait que j'ai été passer une semaine chez mon ami André dans ses magasins, puis j'ai été livré du stock. J'ai vu comment est-ce qu'il répondait aux clients, comment est-ce qu'il gérait l'inventaire, de la commande d'entrepôt qui rentre tout mélangé, de l'entrepôt la veille avec des pièces qu'on n'a pas livrées. Ouais. Fait que toutes les réalités du L'envers domaine, du décor. l'envers du décor. Ouais. Assez qu'à la fin de la semaine, le grossiste, on commence à débriefer avec une petite bière, hein, c'est le domaine. Là, fait que, on commence à débriefer ma semaine, puis je dis, tu sais, t'as-tu déjà pensé à faire ci? As-tu déjà pensé à faire ça? Il me semble que ton affaire, ça devrait être comme ça. Puis on se commence à challenger sur des idées que son opération devrait être faite, parce que moi, j'ai vu des choses que probablement un coup que t'es tout le temps dans le business, tu vois jamais. Puis là, ils disent, ouais, j'aurais pensé à ça. Puis là, ben, ça a commencé ce qu'on a appelé des campings chez nous. Fait que par année, après, là, après cet élément-là, ben, tous les autres directeurs puis moi, on allait faire un camping une fois par année chez un marchand. Fait que c'est devenu une politique où on a été passé du temps, puis on a analysé les opérations puis la business, puis on donnait des recommandations. Après ça, le propriétaire faisait ce qu'il voulait, mais au moins on donnait des recommandations, des ajustements, des choses qu'on voyait ailleurs, des bonnes pratiques. Fait qu'on essayait d'amener ces idées-là. C'est encore là. C'est encore quelque chose que sur le tas, on dit c'était ça une bonne idée, puis on y va, puis on une initiative qui fonctionne, puis la direction était très ouverte par rapport à ça. Je me souviens d'un autre moment où on a fait des planifications stratégiques avec nos marchands. Alors, on avait un marchand, il y a un magasin, comme où si tu te vois dans 3 à 5 ans, tu veux-tu plus de magasins, moins de magasins, tu veux-tu vendre? Fait qu'on commençait à travailler avec eux autres des planifications, dire où tu veux t'en aller. Puis on travaillait avec eux autres, on devenait partenaire avec eux autres, dans le fond, pour essayer de développer leur business. Fait que j'ai des marchands il y a eu des successions aux enfants qui ont super bien été, il y en a d'autres qui ont super mal été. Ouais. Il y a des gens qui ont eu un magasin, ils sont rendus à 5, il y en a qui en avaient 3, ils ont vendu. Fait que on a accompagné, dans le fond, ces gens-là, on a vécu avec eux autres. Puis c'était stimulant parce que, dans le fond, des entrepreneurs indépendants, quand ils grandissent, ben, ça devient ton essence. Pour moi, c'est à mon gars. Le gars a un magasin, il n'est pas convaincu d'acheter un deuxième. Là, je ne serai pas là physiquement. Comment je vais être capable de le gérer? C'est la même chose en carrosserie. Là. Le gars qui a 2-3 carrosseries, il faut qu'il ait confiance aux gens. Ouais. C'est un peu la même chose. On avait cette relation-là avec les gens, puis un coup qui réussit, puis ça fonctionne bien. Là, tu dis, yes, on l'a eu, puis on continue à avancer, puis c'était ça notre pain. C'était dans la face des gens, dans le sourire, dans la performance, dans l'alimentation. Puis on était de même. Grosse période pendant des années où j'ai couvert les magasins et les ateliers. C'était ça. Puis c'était drôle parce qu'il y a eu beaucoup de turnover avant que j'arrive. Puis quand moi je suis arrivé, mais les gens disaient là, tu vas encore, un autre nouveau qui va partir, mais parce que je veux juste t'annoncer, ça fait déjà 15-20 ans que je suis l'accompagner, puis je ne vais pas partir. Là, Fait que, il y a eu ce petit choc-là, mais après ça allait super bien. Fait que ça m'a permis de visiter des centaines de magasins puis des centaines d'ateliers, puis de voir un peu comment ça fonctionne à différents endroits versus d'autres, de comparer, puis de prendre les bonnes pratiques puis les envoyer aux autres. Fait que ça m'a permis un peu d'être exposé. Parallèlement à ça, évidemment, Uniselect était un bon distributeur de produits de carrosserie, que ce soit la peinture, sablé, etc. Fait qu'on j'accompagnais mes marchands à des congrès autant mécaniques que du côté carrosserie. Fait qu'avec Color Plus puis Procolor, on avait quand même des bonnes parts de marché à l'époque. Alors, c'est là que j'ai connu
Michel Charbonneau, etc. Fait que Michel m'a demandé, Mario, t'es bon au micro, tu vas aller animer mon gala en avant, tu vas faire des choses de même. Fait que je faisais ça. Mais j'ai toujours été impliqué. Dès le début, quand je suis rentré, même à l'école, j'étais dans le comité étudiant, je faisais le journal de finissant, j'étais dans le loisir de quartier, je faisais le bingo, je faisais tout le temps. Je faisais une discothèque les 14-18. J'ai toujours voulu faire de quoi. J'ai toujours redonné, je me suis toujours impliqué, j'ai toujours voulu aller un peu plus loin. Fait que j'ai toujours fait ça. Fait que j'ai fait ça aussi chez Uniselect. Je m'occupais du journal interne, je m'occupais du party de Noël, c'est sûr que j'étais exposé à ce moment-là avec des choses. Puis la même chose du côté des congrès, où ce qu'on faisait des congrès des fois pour 700, 800, 1000 personnes, des voyages avec 400 personnes, ben Comtois est en avant, puis Comtois est à l'autre. Fait que c'était une grande famille, c'était ça, mais j'en récoltais dans le fond. J'ai même dans les parties de Noël, une anecdote que je ne t'avais pas contée en préparation, c'est on a réalisé, on a fait 3 bye-bye qu'on a présentés dans un party de Noël. C'est drôle, j'adore ça. C'était des sketchs sur l'entreprise ou sur la réalité de l'entreprise, avec des participants. Même on a eu le président et des vice-présidents qui sont venus faire des caméos, qu'on appelle. Okay. Fait qu'on a présenté 3 bye-bye en 80, à l'époque de 3-5 ans. La dernière est en 99, où ce qu'on a tourné pendant 27 heures à peu près, puis avec les costumes, etc. Là, c'était une grosse affaire. C'était vraiment... j'ai été chercher ce que j'ai pas fait en télévision. On dirait que je l'ai fait là. Je l'ai fait... ça m'a permis d'animer, ça m'a permis de faire des choses, ça m'a permis... de créer. De créer des... c'est ça. Fait que j'ai été chercher un peu... J'ai été chercher ce que j'ai pas eu, que je voulais faire comme carrière, sans avoir la pression de performer, etc. Parce que je le faisais, puis c'était toute la même gang. On était tous des gens avec lesquels on connaissait. Là, fait que, en fait, tu l'as fait, mais tu l'as fait dans cet univers-là, dans cette industrie-là. Oui. Ben, cette industrie-là, puis c'est une autre chose ce matin. Cette industrie-là, moi, c'était pas l'industrie qui m'attirait. Là. Non, dans le sens que, tu sais, moi, l'automobile, c'est pas... T'es pas passionné d'auto. Non, versus... des fois, je suis un peu... je me sens un peu outsider parce que quand on parle à des gens, la majorité sont des passionnés d'auto. Les autres, il faut que ça sente l'essence, les courses, puis tout. Moi, c'est point A, point B. Ce que j'aime dans l'automobile, c'est la technologie. C'est sûr. C'est drôle, j'allais au salon de l'auto avec les instructeurs, puis les autres étaient tous, ils ouvraient les hoods, ils allaient en dessous des véhicules. Moi, je m'assoyais dans les choses, puis là, je checkais le panneau de contrôle, puis c'était quoi la technologie dans l'auto? C'était complètement, c'était comme... Intérêt différent. C'était à 2 zones. C'était à 2 zones complètement. C'est correct aussi, mais ça en prend des gens comme toi qui... j'ai pas été passionné par l'industrie, mais j'ai été passionné par les gens. Fait que, puis on le sent, là, quand tu rentres dans cette industrie-là, puis tu rencontres des gens, c'est vraiment des gens passionnés. Il faut probablement l'être. Ben, dans tout... il y a un conférencier m'avait marqué par une phrase qui est Patrick Leroux. Il avait dit, peu importe le métier que tu vas faire, c'est correct, choisis le métier que tu vas aimer, mais fallait comme il faut. Fallait vraiment dépasse-toi dans ça. Puis ça m'a toujours resté dans le sens de fais le petit extra, fais le petit quelque chose. On utilisait un joueur qui est batteur au baseball. Pour avoir une moyenne de 300, 400, c'est un coup sûr à toutes les X. Là. C'est pas à tous les fois qu'il va frapper un coup de circuit. Là. Donne le meilleur de toi. C'est ça, exact. Puis il disait, tu peux être balayeur ou tu peux être vidangeur. Mais balaye comme du monde. Mais balaye comme il faut. Soit ça soit clean, soit tu sois fier de ce que tu vas faire. Puis ça a toujours été un peu quelque chose qui m'a resté en disant, je vais faire le plus. Puis c'est naturel. Peut-être que j'ai gossé du monde des fois avec ça. C'est sûr. C'est sûr. J'étais peut-être trop. Je voulais trop, probablement. Ou j'étais des fois, les gens me disaient, Mario, t'es comme 5 à 10 ans en avant. Je sais pas, j'étais créatif, ça venait de là. Puis c'était comme ça que je le voyais. Fait que il y a des choses qu'on a faites qui étaient assez innovateurs qu'aujourd'hui, on voit que c'est repris, puis c'est correct, là, mais moi, je le faisais parce que je pense que ça avait du sens. À ce moment-là. Je pense que ça aidait mes clients. Mais j'ai toujours voulu aider mes clients. Ma première chose, c'était Mario Inc. C'était moi. C'est important. Je veux pas me prostituer ou m'envoyer du mauvais bord. Il faut que je respecte ce que mes convictions puis mes croyances. Ta réputation aussi, la qualité de travail. C'est mes clients. Si mes clients performent, si mes clients grandissent, on va grandir. Ça a toujours été mon leitmotiv. Des fois, à l'intérieur de la boîte, c'est un petit peu difficile parce que c'est pas tout à fait la ligne. Ça a été plus difficile vers la fin aussi de ma séquence. J'ai quand même été 39 ans chez Uniselect. Oui, c'est ça. C'est long, là. C'est rare qu'on entend ça, là, des gens qui restent autant. C'est 40 ans, là. Oui. Fait de 80 à 95 aux opérations, de 95 jusqu'à 2000...
2016, 2017 à peu près. Là. J'ai été du côté vente, marketing. J'ai eu la chance de faire des super beaux postes. Je me suis occupé du centre de formation. J'avais 3 formateurs. On a engagé un 4e. On est devenu Canadien. On a rééquipé d'équipements. On allait beaucoup plus sur la route. On donnait beaucoup plus de formation avec des moteurs. Je me suis occupé des programmes ateliers. Fait que ça, j'ai eu du plaisir à positionner, à faire nos campagnes. J'ai eu la chance aussi de travailler un programme de pneus pour nos ateliers. À l'époque, nos ateliers n'étaient pas perçus comme faisant des pneus. Il y avait vraiment des tailleurs de pneus. On voulait qu'on aille chercher notre part de marché. Fait qu'on a négocié, dans le fond, pour l'ensemble de nos ateliers, un programme de pneus, prix d'acquisition avec rabais, mais surtout la coop pour être capable de faire de la publicité pour dire, telle marque de pneus, elle est disponible dans tel atelier, etc. Fait que j'ai eu la chance de faire ça. Je me suis occupé des comptes majeurs aussi. Fait que ça a été intéressant par rapport aux comptes majeurs. Je me suis occupé des comptes comme Hydro-Québec, comme le Cégère, Canadian Tire, etc. Donc des comptes nationaux, des comptes régionaux. J'aimais gérer ce genre de comptes-là. Là. Je trouvais ça intéressant. Je peux te poser une question? Oui, vas-y. Comment que... Tu as juste posé une question, puis j'arrête pas. Là. Ah non, c'est ça, mais c'est parce que là, tu parles, puis j'ai pas le temps de te poser une question, de réagir. Mais... Non, c'est bon, c'est correct. Moi, j'aime ça de même. Tu nous racontes plein de trucs super intéressants. Mais comment qu'on fait pour, tu sais, comme ton patron, t'es au marketing. Moi, dans ma tête, à moi, le marketing, c'est genre aller faire de la promotion, promouvoir les services, les produits, exact. Les ci, les ça. Ouais. Comment qu'on fait pour penser à toi pour de la formation? Tu sais, c'était le même département. Dans le fond, la formation était donnée pour les ateliers, puis les programmes qu'on faisait, tout le marketing était pour les ateliers. Dans le fond, c'est d'amener des consommateurs vers des ateliers de réparation. Puis il faut que ces ateliers-là soient capables de se former, de se garder formés pour être capables de réparer les véhicules, les nouveaux véhicules d'aujourd'hui. Je comprends. Okay. Alors, c'était sur le même chapeau. C'est souvent comme ça dans les réseaux de distribution. C'est le même chapeau. C'est le même... Dans le fond, un ne va pas sans l'autre parce que c'est la même... c'est la même cible là, qu'on a à former ou aussi à publiciser. Puis la publicité peut aussi amener de la formation en disant nos techniciens sont formés, etc., parce qu'on a un centre de formation. Je comprends. Tu as été 39 ans là. Oui. Après tous ces chapeaux-là que tu as réussi à porter dans cette entreprise-là, tu décides de partir. Oui. C'est une grosse épreuve, grosse décision. Tu y penses longtemps avant? Pas tant que ça. Non? Pas tant que ça. Je dirais la dernière année, je suis revenu à mon ancien poste. J'étais monté au niveau national, je suis revenu au Québec. Il y avait des modifications. Les Américains sont rentrés. Changement de direction, stratégie complètement différente. Beaucoup moins d'entrepreneuriat, beaucoup plus directif. Voici comment ça fonctionne. Chacun garde sa petite boîte. Là, je me sentais comme un joueur de hockey en fin de carrière. Fait que là, je me suis dit, un peu, il me semble que je pourrais jouer sur le power play. Il me semble que je devrais jouer plus souvent. On me fait jouer plus sur le banc. C'était ma perception à l'époque. Ça brime un peu aussi ton sentiment de créativité, ton besoin de créativité et d'initiative. Ouais. Fait que là, je commençais à avoir je trouvais ça routinier. Puis quand je trouve ça routinier, c'est dangereux. Fait que là, je commençais à être à l'écoute. Puis à ce moment-là, il y a un poste, Chantal, qui travaillait chez Carus, qui était DG chez Carus, a décidé de suivre son mari, s'en aller à Côte-Nord, dans les concessionnaires automobiles. Puis un poste, donc son poste devenait disponible. Là, je disais, tu t'en vas à Côte-Nord. Un peu bizarre, t'en allais là, t'as mis le golf, mais tu joueras pas souvent, mais c'est correct. Mais le poste, à ce moment-là, il serait disponible. Oui. C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait? Je dis, c'est sûr que ça m'intéresse, je vais appliquer. J'ai appliqué. On m'a pris comme DG pour remplacer Chantal. Fait que ça a été une continuité aussi, parce qu'à l'époque d'Uniselect, je m'occupais aussi du compte de Carus, dans le sens que quand Carus avait des nouveaux Carus qui étaient, dans le fond, le logiciel des magasins et des ateliers, souvent qui étaient utilisés. C'est ça qui est le fun de ton expérience de podcast, c'est que tu réponds avant que je te pose la question. C'est parfait, continue! Non, mais j'essaie de comprendre les gens aussi pour qu'ils comprennent où est-ce qu'on s'en va. Fait que, dans le fond, on faisait aussi, dans le fond, de la formation sur les nouveautés du logiciel. Fait que j'étais le lien. Puis quand il y avait des demandes des marchands, je canalisais ces demandes-là vers Carus en disant, on aimerait ça vous développer telle chose. Fait que la technologie m'a toujours intéressé, je reviens à ça. Oui. Fait que moi, je connaissais un magasin, ce qu'il avait besoin, puis si le système ne le fait pas, ou un atelier, je disais, je pense que ton système devrait faire ça. Il y a un besoin. Il y a un besoin, effectivement. Puis on peut-tu faire de la formation, on peut-tu faire des formations de groupe, pour que les gens utilisent encore plus l'outil. On sait comment c'est. Les gens utilisent 20-25% de l'outil, puis n'utilisent pas la pleine capacité, puis d'échanger entre les marchands. C'est qu'on fait une formation de groupe, puis que les marchands viennent tous parler d'inventaire. Toi, comment tu fais ça? Toi, comment ça se passe? Puis là, ça commence à s'échanger entre eux autres. C'est dynamique, c'est super le fun, parce qu'ils partent de là, pas juste avec ce que le prof va dire, mais qu'est-ce que lui a dit. Hey, ça vient de me sauver peut-être 8 heures de travail dans mon mois. Fait que la dynamique est complètement différente.
J'ai commencé donc chez Carus à ce moment-là. Mais là, j'ai dit, il faut que j'annonce ma démission. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est difficile parce que dans ma vie, je pense tout le temps aux autres, plutôt qu'avant de penser à moi. Tu sais, je suis bâti de même. Là, c'est pour ça que je fais du bénévolat puis je suis impliqué dans tout. Fait que c'était comme, comment est-ce qu'on peut annoncer ça sans trop de dommages, puis sans trop, parce que je continue aussi à travailler avec les mêmes marchands. Là, ça va être les marchands Uniselect. Au lieu de travailler du côté produit, je vais travailler du côté logistique, dans le fond, l'informatique, pour les aider. Fait qu'il y avait quand même une continuité, là, parce que, dans le fond, Carus ont tout acheté, dans le fond, le système informatique d'Uniselect. Uniselect avait son propre système avant, puis il ne passait pas l'an 2000. Fait que Carus ont acheté, dans le fond, puis ils l'ont fait passer l'an 2000, puis ils l'ont modernisé. Fait que c'est pour ça que la majorité des clients Carus étaient des clients Uniselect. Il y en a des indépendants dans d'autres réseaux, mais majoritairement, c'était des Uniselect à cause de cette acquisition-là. Donc, j'étais pour aider les mêmes marchands qu'avant, mais du côté informatique. Puis je me suis dit, Christy, il y a beaucoup de choses à faire du côté-là. Fait que ça me dérange pas. Fait que j'étais encore dans la même affaire, mais juste d'un angle différent. Là, c'est ça qui est arrivé. Parce qu'en fait, toi, après 39 ans dans une entreprise, tu es devenu une référence. Là, je veux dire, tout le monde pensait à toi. Malheureusement, on m'appelait Monsieur Uniselect. On m'appelle encore. Là, je me suis fait taquiner dans 2 congrès de 2 autres réseaux, parce que là, dans ma nouvelle job, j'étais avec tous les réseaux. Mais avec Carus, c'est la même chose. Hein. Puis, les gens ils disent, ça, c'est le gars d'Uniselect, il a travaillé longtemps chez Uniselect. Ça va te rester, c'est sûr. À l'époque que je travaillais chez Uniselect, c'était les bons et les méchants. Là. Je veux dire, c'était chacun ses dents pour dents, œil pour œil. On se battait. Là. C'est encore ça. Non, mais on essaie d'aller chercher du volume, on essaie de signer une entente, on essaie d'aller chercher. C'était normal. Aujourd'hui, je suis plus dans une zone neutre où je peux aider un peu tout le monde. Fait que mon expertise est encore là. Fait que, dans le fond, j'ai switché chez Carus. Ouais. Quand je suis arrivé chez Carus, c'était une belle petite équipe. On travaillait. Écoute, quand je suis arrivé, il était en train de finaliser un catalogue électronique qui était fait ici au Québec, parce que la majorité des catalogues sont tous américains. Fait que je trouvais ça intéressant. C'était des revenus au lieu de donner ça au sud de la frontière. C'est quoi un catalogue c'est quand tu mets ton numéro de série, d'être capable de trouver les produits avec marque et modèles. Donc, tu es capable de trouver c'est quoi l'amortisseur qui va sur tel véhicule ou c'est quoi la pompe à l'eau qui va sur un autre. Fait que d'être capable de basculer de ton système d'atelier vers le catalogue, trouver tes pièces, les ramener dans le bon de travail, puis par la suite, dans ta facture. Fait que Carus était intéressante pour ça. On pouvait te développer. Puis, vu qu'on travaillait au niveau de l'atelier, il y avait des ateliers mécaniques, des ateliers carrosserie, des ateliers de vitre. Puis, on avait aussi du côté magasin. Fait que c'était intéressant d'avoir les 2 niveaux. Ben oui. Fait qu'on a travaillé, le catalogue devait être prêt. Malheureusement, le catalogue avait des difficultés. Il fonctionnait mal. Il a fallu le rentrer au garage. Il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Fait que pendant pratiquement 2 ans et demi, on a essayé de revamper le catalogue, d'essayer de le sortir. Puis après un certain temps, il a fallu lancer la serviette. Je pense vraiment que c'est une de mes grandes peines que je pourrais dire, parce que je pense que ça aurait été vraiment un changement important d'être capable de lancer un catalogue qui était fait ici. Mais il a fallu se rendre à l'évidence que sans l'appui d'un réseau, c'était difficile d'aller chercher le data des fournisseurs puis d'avoir une capacité puis d'un nombre assez suffisant pour faire vivre un catalogue. Pourquoi tu penses que les gens n'y ont pas cru? Sais-tu? C'est... Quand tu as déjà quelque chose qui fonctionne, d'avoir une autre solution, est-ce que ça va te donner plus d'avantages? Pas parce qu'elle est québécoise que ça va te donner, ou canadienne qui va te donner quelque chose. Faut comprendre que Carus était une division d'MDF Commerce, qui était une super grande entreprise. MDF avait beaucoup de secteurs d'activité. Carus était un petit département dans la grande boîte. La grande affaire. La grande boîte, c'était du catalogue B2C. Dans le fond, c'est quoi ça? C'est le catalogue chez IGA. Quand tu commandes ton épicerie en ligne, c'est eux autres qui est en arrière. C'est eux autres qui sont en arrière de Sport Expert. Tu vois que c'est une grosse machine. C'est Orchestra, là, sur laquelle, à l'époque, il y avait. Il y avait tout le transfert du data d'une façon électronique avec EDI, avec Intertrade, qui était un autre. Puis la troisième grosse secteur d'activité chez MDF Commerce, c'était tous les appels d'offres. Les appels d'offres du gouvernement, que ce soit québécois ou canadien. Donc, lorsqu'ils veulent faire un appel d'offres, toute la publication des appels d'offres, puis dans le fond, toutes les propositions étaient faites et gérées dans cette plateforme-là. Fait que c'était vraiment les moteurs de MDF Commerce, alors que Carus était une division qui avait été acquise, qui était assez stable, qui était quand même payante, mais stable. Tu sais, c'était pas le... J'ai donné l'exemple à un moment donné à mon patron. Je me sentais un peu comme le petit wagon rouge du train en arrière. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, le petit wagon rouge, ils les ont enlevés parce qu'ils ne géraient pas vraiment grand-chose. Ralentit le train. Fait que des fois, vers la fin de chez Carus, je me suis senti un peu comme ça. Fait que je me suis dit, je pense que je suis pas tout à fait à la bonne place.
3 ans et demi chez Carus, les 3 premières années avec Jean-Michel, que super bien été. Après ça, j'ai changé de boss direct. Et puis là, ben, ça a commencé à mal aller. Le catalogue, on venait juste de le lancer. Probablement, j'ai eu un ressac aussi du catalogue en disant mon projet le plus ambitieux pratiquement de ma carrière, on ne l'a pas réussi. Puis là, bon, on commençait à être de la dégression, puis de couper, puis de gérer, puis du micromanagement. Je me suis ramassé à être malade. Je voulais partir, je ne m'écoutais pas. Puis là, je me suis dit, ben, je suis fatigué, j'ai peut-être besoin de vacances. Je laisse du temps, c'est une nouvelle personne. Peut-être que c'est moi qui ne s'adapte pas, ou je ne sais pas trop. Je suis revenu de vacances, ça n'allait pas mieux. Puis là, je dormais plus. J'étais stressé. Qu'est-ce qui va arriver à mes employés? Qu'est-ce qui va arriver à mes clients? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est de la pression? Oui. Puis assez que... Je donne un exemple, c'est comme la chaîne qui débarque du bicycle. Là. C'est comme la chaîne qui débarque. Là. C'est exactement ce qui est arrivé. Un matin, je me levais pour écrire ma démission. J'étais devant mon ordinateur, je pleurais, puis je ne suis pas capable de l'écrire. J'en parle aujourd'hui, j'ai encore un peu des émotions un peu par rapport à ça. Je suis capable de faire du recul, mais ça fait quand même 4-5 ans de ça. Là. Mm-hmm. Fait que j'étais pas capable. Là, je suis parti à vomir. J'ai barré dans le dos. Il a fallu que j'appelle le médecin. Chanceux, là, je suis un des Québécois qui a un médecin de famille. Fait qu'il a été capable de me voir le lendemain. Mais j'ai pas arrêté. J'ai pas été travailler. J'ai dit, je suis pas capable. Je suis tombé sur l'assurance. Le médecin m'a arrêté. Le médecin m'a donné le diagnostic qui était le trouble de l'adaptation. Là, j'étais un peu fâché quand je suis sorti de son bureau. Pourquoi? Ben, trouble d'adaptation, s'il y a quelqu'un qui s'adapte, me semble que c'est à moi, là. En tout cas, dans ma perception. Fait, j'ai appelé mon beau-frère qui était en santé et sécurité. Je dis, écoute, petit Paul, ça veut dire quoi, c'est un trouble d'adaptation? Tu es là-dedans? Il dit, non, c'est exactement ton problème. Il dit, le trouble de l'adaptation, ça veut dire que ta vie va tout bien à l'exception de ton travail. Fait ton problème est au niveau de ton travail, c'est la relation ou comme le stress versus aussi l'organisation de la business, la relation avec ton patron, etc. Fait que j'ai tombé j'ai tombé, puis là, mon médecin m'a prescrit des médicaments, je ne dormais pas. Fait que là, ça allait vraiment pas bien. Puis ça a pris un certain temps avec les médicaments fassent effet. Assez que je devais aller voir le médecin, mais là, après 3 semaines, le médicament, je peux te dire qu'il a fait effet. Là, j'ai un chat chez nous, puis je dormais plus que le chat. Là. Fait que ça m'a dit qu'il faisait là. Assez que ma femme, elle me regardait, puis elle était, écoute, c'est normal, elle était inquiète. Elle a dit, je t'ai jamais vu de même, je t'ai jamais vu, je voulais pas voir personne, je voulais pas... j'étais complètement way out. Là. C'était, un temps pour toi. Du jour au lendemain, là, pouf, complètement. Là. Le système, le cerveau ne fonctionnait plus, il n'y avait plus rien. Là. Il a fallu que je me rebâtisse. Donc, il fallait dormir, c'est la première des choses, récupérer. Après ça, mais je dis au médecin, oui, je veux consulter, il y a quelque chose. Là. Je dis, si je me suis rendu jusque-là, c'est parce que j'ai quelque chose à régler. Là. J'ai à apprendre de cette situation-là. Là. Fait que là, il dit, ben là, moi, je ne connais pas de psychologue. Là. Va dans Internet puis cherche-toi un psychologue. Là. Fait qu'il a fallu que je me cherche un. J'étais super chanceux. J'étais chanceux avec le médecin d'être capable de le voir, qui m'arrête. Puis j'étais chanceux de rencontrer un psychologue que j'ai rencontré aux 2 semaines. Fait que commencer à travailler, puis de faire de la rétrospection. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi tu t'es rendu jusque-là? C'est quoi les signes qui vont faire en sorte que tu ne retourneras plus jamais dans cette... Fait qu'après ma pause de dormir, là, je dormais tellement que j'allais voir le médecin une fois par mois, là, parce que là, c'est peut-être trop fort. Là, je dis là, okay, je dors, là, je combats le choix. Là, et je vais donner une pilule le matin que tu vas prendre. Là, je dis, time out. Là. Je dis, une pilule de dormir, une pilule le matin, je vais être rendu robot. Moi, tu doc à ça, je vais être capable de décrocher de cette affaire-là. Fait que j'ai appelé un de mes amis, Patrick, que son fils est médecin. Fait que là, ils m'ont prescrit tel médicament, un antidépresseur, puis pour essayer de me remonter, puis je suis pas sûr de prendre ça. Ça m'a quasiment une semaine avant de me décider. Puis il a dit non, c'est pas que celui-là, tu sais, il y en a des bons, il y en a des moins bons, celui-là est correct, tu vas être capable, c'est pas une dose selon le milligramme qu'on va donner. En tout cas, après une semaine, histoire courte, j'ai commencé à prendre des médicaments, et là, tranquillement, j'ai remonté. J'ai été capable de remonter à être capable d'être autonome, puis de dire, ben là, à fonctionner, puis à m'amener, tu sais, je suis arrivé au mois d'avril, je me souviens, c'était à Pâques, là, c'était début avril, puis en septembre, là, j'ai été capable de retourner à travailler, tu sais, c'est vrai qu'il y a eu quand même cette période-là. C'était clair dans ma tête que je ne retournais pas là. Je vais faire n'importe quoi, mais pas ça. Là, est-ce que tu as un peu l'impression que ton travail, tu as l'air d'être quelqu'un qui aime travailler, que tu t'épanouis? Est-ce que tu avais un peu le sentiment d'avoir de te faire valider par ton travail? Puis là, comme avec toute l'expérience que tu avais eu des beaux succès chez Uniselect, puis là, tu arrives chez Carus, puis tu vis un échec. Est-ce que tu penses que c'est comme tout
tout le bagage qui revient. L'échec de Carus est arrivé vers la fin. Je te disais, les 3 premières années, on était quand même, ça allait super bien, puis on progressait. Ça a été vers la fin. On dit tout le temps, est-ce qu'on travaille pour vivre? On vit-tu pour le travail? Ouais. Je suis quelqu'un d'intense. Je suis quelqu'un qui dit, tant qu'à faire de quoi, me le faire. Fait que c'est sûr. Je déjeunais avec quelqu'un ce matin, il me disait, l'année prochaine, je vais se ralentir, essayer de couper. Je vais à 63, mais tu ne seras jamais capable. Mais là, c'est un autre échec, pas un autre échec, mais c'était une autre mission qu'il faut que je me donne. Est-ce que je suis capable de me doser, ralentir? Je ne sais pas. Mais je trouve ça tough de tomber à 5 à 0. Je trouve qu'il devrait être de quoi entre les deux. Mais encore là, ça dépend de nous autres aussi. Il y en a qui sont capables de le faire, il y en a qui ne sont pas. Il y a des gens qui me disent que tu un modèle, Mario. Avec la même femme, fait 40 ans, la même job. Tu étais un passionné, tu avais un équilibre entre ta vie et la job. Je ne suis pas mieux que les autres. Là. La preuve, c'est que je suis tombé malade. Là, ça peut arriver à tout le monde. Oui, c'est Mettre un genou à terre, c'est correct. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que je me dis, il y a peut-être des gens à l'écoute qui sont peut-être dans la même situation. Moi, je pense qu'il faut, se choisir soi-même. Il faut s'écouter. Il faut être capable de voir c'est quoi les signes. Puis il ne faut pas dire, il faut attendre, ça va arriver, peut-être qu'il va... Non, il faut prendre... Il y a une phrase qui m'a toujours marqué, c'est dans un avion, quand il y a une dépressurisation, là, quand ils donnent des conseils de sécurité, les masques qui descendent, je m'en souviens tout le temps, ils disent tout le temps de porter son masque à soi-même avant d'aider quelqu'un d'autre. Certainement. Alors, c'est ce que j'ai fait, dans le fond, quand j'ai choisi moi versus mon employeur, puis je suis parti après 39 ans chez Uniselect. Il faut que je fasse ça encore aujourd'hui. C'est qu'il faut se choisir soi-même avant d'être capable de dire parce que si tu n'es pas en santé, tu seras pas capable de fonctionner, puis tu seras capable de faire ta job, tu seras capable de performer. Mais c'est pas... c'est pas aussi noir, puis c'est pas aussi blanc. C'est plein de zones grises, puis c'est pas toujours aussi facile qu'on le voudrait. Puis des fois, on s'écoute pas nécessairement toujours. Fait que c'est le message que, dans le fond, que je lancerais aux gens. Fait que quand j'ai été apte à travailler, évidemment, j'ai envoyé ma démission. Puis là, je me suis dit, je vais me mettre sur le marché. Moi, je vais aller vendre des vis dans l'année numéro 6 ou du bois dans l'année numéro 3 chez Rona, puis ça va être correct. Là, j'ai pas besoin. Puis je vais m'épanouir, puis mes 2 par 4 mes 2 par 4 vont être bien placés. Fait que quand j'ai préparé mon CV, puis évidemment, mon CV, il parle. Oui, c'est ça. Moi, je me cherche une job de pré-retraite, puis là, tu regardes le CV, gestionnaire de telle affaire, c'est sûr que ça ne drive pas, là, fait que c'est sûr. Fait que, dans le fond, tu trouves souvent plus une job par tes relations, puis les connaissances que tu as. Ton réseautage, c'est exactement ce qui est arrivé. Quelqu'un m'a appelé, Jean m'appelle, il dit là... PME Guru, tu cherches quelqu'un, c'est toi qui as besoin, tu pourrais être, dans le fond, la personne qui pourrait aider Jean-François, puis là, il faut que tu viennes chez nous, il faut qu'on se parle, on va te faire un offre, puis là j'étais comme rendu comme un... Puis c'était bizarre, parce que c'était comme un peu un joueur de hockey qui dit « Viens chez nous, on va essayer de te convaincre que venir jouer dans notre ville est mieux que de jouer dans une autre ville. » Tu sais, c'était quand même intéressant. Ça, c'est valorisant. Mais je connaissais Jean-François, tu sais, je connaissais... C'est Jean-François qui? Jean-François Claveau, qui est, dans le fond, le fondateur de l'entreprise, puis... le seul propriétaire. Fait que lui, il a parti cette entreprise-là, ça fait 20 ans. Fait que, tu sais, je le connaissais, c'est un ancien marchand Uniselect qui avait des magasins, qui faisait de la gestion des magasins, puis en plus, il faisait du coaching avec ses ateliers mécaniques, puis il faisait ça en fichier Excel. Fait que lui, il a vendu ses magasins à un moment donné, il a retourné à l'université, puis il a fondé cette compagnie-là qui s'appelle PME Guru, PME pour petites et moyennes entreprises. Fait que dans le fond, il aidait, dans le fond, les entreprises à performer, à augmenter. Fait qu'il a commencé à faire de la consultation. Après ça, il a commencé à faire de la programmation avec une compagnie externe pour être capable de sortir les datas. Déjà, sortir les datas des différents systèmes, c'est pas facile. C'est quelque chose. C'est déjà le challenge. Oui. C'est déjà un premier challenge. Ça, c'est une des choses qu'en carrosserie, vous êtes beaucoup plus avancé qu'en mécanique. Ils ont déjà des KPI, ils ont déjà des systèmes qui se parlent. C'est pas parfait, mais il y en a déjà plus. En mécanique, on est plus en retard par rapport à ça. OK. Fait que sortir, dans le fond, les datas, puis être capable de aussi uniformiser le data. Ça veut pas dire que les 10 ateliers ou 10 magasins qui utilisent le même système ne vont pas créer les mêmes codes de grands livres, ne vont pas créer les codes de ligne pareils, les produits de la même façon, peut-être l'inventaire. Comment est-ce qu'ils opèrent, c'est différent. Il faut s'assurer que le data est tout parfait. Je veux dire, si on a un atelier qui a de la mécanique puis la carrosserie, puis on veut évaluer la mécanique, il faut sortir la carrosserie de là pour pas qu'il y ait une distorsion dans le data. J'ai connu Jean-François, puis moi, chez Carus, on avait aussi un BI pour les magasins, mais il ne fonctionnait pas. Ils ne comparaient pas les magasins entre eux autres. Fait que l'important, c'est de se comparer avec les autres. Si tu veux savoir si toi, tu performes correct, il faut que tu sois capable de voir si tu es dans la moyenne des autres. Es-tu plus élevé? Es-tu plus bas? Puis là, tu peux corriger des choses dans ta business. Mm-hmm.
Fait qu'à l'époque, chez Carus, on avait 2 individus qu'on a relocalisés dans la grande entreprise pour être capable de faire du BI ailleurs. On a arrêté le BI qu'on faisait dans notre, puis j'ai signé une entente avec Jean-François à l'époque. J'ai dit, toi, en plus, tu ne vas pas juste faire Carus, tu vas faire Epicard, tu vas faire d'autres systèmes qui vont faire en sorte qu'on va avoir plus de magasins ou plus d'ateliers qui vont être capables de se comparer, peu importe le système d'exploitation. Mais là, attends, le data que vous allez chercher, c'est quoi exactement? Genre les pièces, le nombre de pièces qui sont vendues, la productivité, c'est qu'est-ce que vous cherchez? Au niveau de l'atelier, on va aller chercher, dans le fond, on va comparer 7 éléments au niveau de l'atelier mécanique. Okay. On va évaluer, le premier, c'est le taux horaire. Donc, ton taux horaire est là. On ne dit pas qui, mais on dit dans ta zone parce qu'on le fait par zone. Donc, on le fait par ville ou par région. On va dire, ben le plus bas, supposons que tu es à 120, le plus bas est à 100, la moyenne est 117, tu es à 120, puis le plus élevé, c'est à 132. Qu'est-ce qu'on va faire? En mécanique, on est capable de faire ça. En carrosserie, c'est un peu les assureurs qui vont dicter le marché, c'est différent en mécanique. Mm-hmm. Alors, ça permet déjà, le premier élément, de dire, moi, je me situe où par rapport à ça, puis est-ce que je suis confortable? Il y a des mathématiques qu'on peut faire, comment être capable d'arriver à un taux horaire. Il y a des méthodes qui existent, mais on peut le montrer. On a fait des podcasts là-dessus, mais ça permet, dans le fond, à l'atelier d'être capable de se comparer et de dire, ben moi, je vais changer parce que, puis je suis capable de suivre le marché sans être obligé d'appeler, hey, Jean-Claude, tu montes-tu ton taux horaire? Je vais monter le mien. Ce qu'on n'est pas supposé de faire parce qu'on est dans un libre marché. Mais ça te permet, toi, de faire ton analyse puis d'être capable de te comparer. On fait ça avec les ventes, dire, hey, moi, je suis à plus 5, je pense que je fais une bonne job sur l'année passée. Ah, mais si tout le reste de ton territoire sont à plus 26, t'es en tort. Là. Ils sont à moins 4, tu fais une bonne job, mais si tu es à plus 26, t'es à plus 5, t'es en tort. Là. Fait que ça donne un peu une indication par mois ou par semaine ou par année. Dire, je suis comment dans mes ventes. Puis dans les ventes, ben, je vends combien en pneus, en pièces, en main-d'œuvre. Est-ce que je vends ma main-d'œuvre? Tu sais, un technicien travaille 8 heures. Ça, en carrosserie, vous êtes bon là-dedans aussi. Là. Ils font du point 2 puis du point 4. Du point 2, point 4 en mécanique, là, c'est pas grave. On vend ça, nous autres, aux heures, puis c'est pas grave. Mais c'est pas grave, à la fin de la journée, on a vendu 4 heures sur 8. On a payé 8 heures. Là. Fait que là, on fait quoi, là? Les heures qu'on ne vend pas aujourd'hui, on ne pourra jamais les revendre demain, puis on ne pourra jamais les revendre après-demain. Ils sont perdus à tout jamais. Fait que le concept est de devenir un peu, de les faire changer d'idée, parce qu'un atelier mécanique, sa première chose, c'est que je vais vendre des pièces, puis après ça, je vais vendre du temps. Alors que quand on se compare à un plombier et un électricien, il vend du temps, puis il vend des pièces. Fait qu'il faut changer cette méthode-là, puis c'est pas facile toujours à changer. On va venir qu'à en changer une coupe, on ne les sauvera pas toutes, comme je dis tout le temps. Puis à un moment donné, il faut que ça fasse mal. Tu sais, l'être humain, il change quand ça fait mal. Puis ça, c'est une autre phrase que j'utilise souvent. J'ai dit, s'il ne change pas, ça veut dire que ça ne fait pas assez mal. Mais que ça fasse mal, ils n'auront pas le choix de changer. Un peu comme ton événement que tu as dû te retirer, tu sais. Ouais. C'est comme, on peut le comparer à ton, tu sais, comme aujourd'hui, après ton événement de trouble d'adaptation, tu sais, t'as sûrement appris, t'as sûrement évolué de tout ça. Tu vois sûrement les choses différemment, tu sais. Même aujourd'hui, tu sais, il y a des moments, je dis, OK, est-ce que je suis pousse trop ma machine? C'est comme, j'imagine quelqu'un qui a déjà fait une crise cardiaque, puis que là, il y a des pincements dans la poitrine, il doit se demander s'il en fait une deuxième. J'imagine que c'est un peu similaire. Ouais. C'est juste au niveau du cerveau, là, mais c'est un peu la même chose. Là. C'est physique, c'est dans le corps humain quand même. Là. C'est la même chose pour l'entrepreneur. On s'entend qu'il n'y a pas des pertes monétaires et financières, puis tout ça, il réalise tout le temps, nous, on peut amener l'individu au buffet, mais s'il n'a pas faim, il ne mangera pas. Là. Exact. C'est pour la personne qui a un atelier mécanique, si pour lui de faire 5 de net, il est heureux. Il y en a qui en font 20, mais s'il est correct à 5, c'est son choix. T'sais. C'est juste que quand tu vas vouloir vendre ton entreprise, parce qu'ils travaillent fort, ces gens-là. Puis on se dit tout le temps, un jour, ils vont vendre leur entreprise. Et parce qu'ils vont le vendre à bonne tarification, ben il faut que tes chiffres soient bons, il faut que tu aies fait un bon ménage, il faut que tu l'aies positionné, puis il faut que ce soit payant. Parce que quelqu'un qui va rentrer, la nouvelle génération, ils vont regarder ça. Toi, tu n'as plus de... Tu sais, ta bâtisse est payée. Des fois, il ne se paye même pas de salaire. Ouais. Ben, quand tu vas vendre ça, là, lui, il va se payer un salaire, il va falloir qu'il paye de l'intérêt à la banque. C'est pas la même game, là. Tes chiffres que tu as aujourd'hui, là, ils ont beau être beaux, ça va être catastrophique, mais que le nouveau propriétaire va l'acheter ça. Avez-vous des entrepreneurs qui sont intéressés par ce genre de truc-là, tu sais? Intéressés par augmenter la valeur de leur entreprise, augmenter leur productivité? Oui, il y en a, effectivement, il y en a, mais il faut aussi les éveiller à ça. Oui, c'est ça. Il y en a qui pensent qu'ils vont vendre ça dans un an, puis ça se vend pas de même. Là. Non. Il y a un processus. Puis, je te dirais, les 3 à 5 années avant de vendre le commerce, c'est important. Là. Je dis, si ton véhicule personnel est dans la compagnie, tu devrais peut-être le sortir. Si la bâtisse, est-ce qu'on devrait la mettre à part? Puis se louer, payer un loyer, dans le fond, d'avoir une compagnie de gestion. Puis
pour être capable de démontrer, de dire que l'entreprise est viable, puis même si moi, je ne suis plus là, elle va faire de l'argent, donc tu es capable de la vendre, puis quelqu'un va être intéressé à l'acheter. Mais ça peut être aussi des employés. Mais les employés, on dit, ils n'ont pas d'argent. Ouais, mais implique-le. Si tu vas garder ton bon staff, si le staff a du sens, il y a une façon de le faire, de donner une partie des actions, 25 de les mettre notariés, puis de dire, ben, ces 25 %-là, voici comment tu vas me les payer sur plusieurs années. Fait qu'en même temps, ça l'implique. Ça lui permet une capacité, parce que sinon, il n'est pas Mais pourquoi il n'est pas capable d'acheter? C'est parce qu'il n'y a pas un salaire décent. Il n'y a pas de salaire décent, parce que je ne suis pas capable de vendre, je ne suis pas capable de vendre. Fait que c'est une roue. Là, à un moment donné, il faut briser la roue. Là. Fait que c'est... fait que nous, on fait... pour moi, le tableau de bord, c'est comme une pesée. Fait que le tableau de bord, lui, c'est des chiffres, parce qu'aujourd'hui, on marche souvent au vent. Là, je pense que ça va bien. Là. Puis on attend le comptable. Non, mais c'est vrai, on attend le comptable après 18 mois. La business, l'année est finie. Ça prend 4-5 mois au comptable avant de faire l'état financier. Là, tu arrives l'état financier. Ouais, Mario, pas si fort que ça. Tu as fait moins d'argent que l'autre année d'avant. Ça va. Hey, tu es en retard de 18 mois pour réagir. Là. Alors que nous autres, les chiffres sont mise à jour à tous les jours, tu peux te décider. Si tu montes ton taux horaire, ça change le taux horaire de la région, tu es capable de le suivre. Si quelqu'un change dans ta région, le taux change, tu es en haut de la moyenne, tu viens de tomber en bas de la moyenne, tu peux réagir plus vite. Tu n'attends pas 12 puis 18 mois avant de réagir. Vous, ça vous permet aussi de faire un pourcentage, d'avoir du data pour provincial aussi. Oui, là. Provincial et national. On veut être Canadien, puis on va même aller aux États-Unis éventuellement. Fait qu'au niveau Canada, nous, on est membre de l'AIA, de l'Association de l'industrie automobile. Fait qu'évidemment, l'industrie doit faire aussi des analyses, puis l'industrie, ça y prend du data pour être capable de comprendre. Un bel exemple, c'est les voitures électriques. Aujourd'hui, on dit que les véhicules électriques représentent 3-4 % du véhicule, les hybrides électriques de la flotte totale. Du marché? Du marché au Québec. Si je prends l'exemple au Québec, est-ce qu'ils viennent dans nos baies de service? Nous autres, on peut vous dire que oui. Parce qu'on les voit avec les numéros de série. Bon, qu'est-ce qu'on fait comme travaux dessus? Est-ce qu'ils vont rester chez nous? Puis plus ils vont vieillir, est-ce qu'on va être capable de dire, aujourd'hui, ils dépensent 400, ils vont dépenser 800, quel genre de service, quel genre de pièces qu'on achète chez le concessionnaire automobile qui n'est pas dans l'après-marché? Alors, il y a beaucoup de data qui peuvent aider. Moi, j'adore la technologie et le data. Puis en plus, on parle de technologie des véhicules. Fait que moi, je suis dans mon élément le plus complet. Là. Wow! Ouais. Fait qu'on aide, dans le fond, l'entrepreneur, on aide l'atelier qui veut s'aider, mais pas juste... Le tableau de base, c'est une chose, comme je disais, la balance, mais après ça, ce qui va arriver, c'est que c'est comme le reste. Là. Il y en a juste par la balance. Je donne un exemple de moi. Là. Moi, j'ai dû perdre et prendre 1000 livres dans ma vie. Là. Moi, j'ai toujours oscillé dans mon poids. Là. C'est comme un compte de... Ouais, c'est ça. Là. Je suis stressé, je mange plus, je mange pas. Toutes sortes de choses. Là. C'est une autre gestion. Là. Fait que beaucoup de confiance aujourd'hui. Fait que... Mais c'est un peu, je donne tout le temps mon exemple à moi, c'est un coup que tu embarques sa balance, qu'est-ce que je fais avec mon poids? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je suis content? Est-ce que je veux changer des choses? Si je veux changer des choses, mais je suis capable d'en changer moi-même. Je suis capable de couper les chips, les moyens de personne me le dire. Là. Je sais que c'est pas bon. Il faut que je coupe ça, il faut que je coupe ci, il faut que je coupe ça. Après ça, j'embarque sa balance. Je me motive, j'ai perdu un peu de poids. Après ça, c'est le maintenir. Fait des fois, on va faire une performance, on va l'améliorer, puis maintenant, on va stagner, on va arriver à un plateau. Puis là, on se dit, OK, là, j'arrive à un plateau, je ne sais plus comment faire. Fait que là, nous, ce qu'on prépare, puis ce qu'on fait de plus en plus, c'est des interventions. On va faire du coaching individuel. Ça veut dire qu'on va aider le propriétaire d'atelier à dire, maintenant, c'est quoi que tu aimerais? Moi, ce que j'aimerais, c'est améliorer ça. OK, parfait, on va travailler ensemble. Puis toi et moi, on va se parler 1 heure, puis on va essayer de t'aider à arriver là. On va te discipliner, on va te pousser à prendre des décisions, puis à bouger. Dans le fond, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un peu la même chose que ceux qui vont partir, qui vont dire, moi, si je veux perdre du poids, je vais aller au gym. Il y en a qui font ça, là. Ils vont aller au gym, mais il faut s'assurer qu'ils vont venir au gym. Puis il y en a qui disent que le gym, c'est pas assez, je vais me prendre un coach. Je vais me prendre un coach qui va être au gym avec moi, qui va me pousser, qui va me surveiller. Puis j'ai un rendez-vous avec lui à 9 h, j'ai pas le choix d'être là pour me botter le derrière. Fait qu'il y en a qui font ça. Fait que c'est un peu le même principe. Puis il y en a qui vont aller voir une diététicienne. Moi, j'ai même vu une diététicienne avec une psychologue pour essayer de comprendre mon problématique. Ben oui. C'est revenu à la même question que je t'ai dit tantôt. Je m'occupe des autres avant de m'occuper de moi. Puis ma psychologue m'a dit, quand tu vas t'occuper de toi, tu vas régler ton problème. Je suis encore en train de régler les autres. L'affaire qui est le fun de ton travail, c'est que tu accompagnes les gens selon l'étape où ils sont rendus. Très différent d'une personne à l'autre. Exact. Ça, c'est cool pour toi. Là, ça donne... Il y en a un qui est en train de passer ça à son fils. Il y en a un autre qui veut vendre. Il y en a un qui se doit ses shorts, qui est à 90 jours de la sa dynamique est différente. Complètement différente. Mais oui, ça, c'est le fun. Mais chaque élément... je faisais la même chose chez Unicellec quand j'allais des marchands. Je me souviens d'un marchand qui me dit, je sais pas ce que tu fais avec l'autre marchand qui est dans ma région voisine parce qu'il se frotte, mais il dit, tabarouette, il est pas mal plus agressif puis il est pas mal plus structuré qu'avant. J'ai dit ça veut juste dire que j'ai fait ma job.
Je l'ai juste motivé, puis la personne a pris action. Fait qu'elle est meilleure aujourd'hui. Malheureusement, tu vas concurrencer contre quelqu'un qui est meilleur. C'est correct, là. Mais moi, j'aime Tout le monde bout peut où tu s'améliorer. dis qu'il prend action. Là. Ouais. Si tu veux réussir, il faut que tu t'impliques. Là, T'as pas le choix. Si tu veux des résultats différents, il faut que tu fasses des choses différemment. Exact, Sinon, tu n'y arriveras c'est pas. Fait que c'est ça qu'on fait avec les gens. Fait que, puis on fait des groupes performance. Fait que là, il y a un groupe performance, c'est qu'on va réunir 8 ateliers. Les gens peuvent voir les chiffres de tous les autres. Ils sont capables de partager leur tableau de bord. Puis là, ils vont compter leurs bons coups, leurs mauvais coups. Puis là, ils vont dire, puis on va prendre un élément, puis on va prendre l'exemple des inspections. On a un qui performe bien dans le groupe, qui fait des inspections systématiques à tous les véhicules, qui était capable d'impliquer ses employés. Puis là, on voit si les chiffres sont meilleurs. On dit, Jean-Claude, explique-nous comment tu as fait pour impliquer tes employés, puis qu'aujourd'hui, ça fonctionne, tu as des inspections, puis on voit tes résultats sont meilleurs que les autres. Oui. Donc, on prend un élément de quelqu'un, on l'amène dans le débat, il explique sa façon, puis c'est un père qui parle. C'est un autre atelier qui est peut-être pas nécessairement dans la même région, mais c'est pas grave, c'est un autre atelier. Fait que c'est beaucoup plus fort qu'un coach qui va dire de refaire ci, de refaire ça. On l'a jamais fait, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, c'est un père qui parle, puis là, ça peut débattre, puis ça explique. Puis là, ils sortent de là après ça, puis ils disent, écoute, ils ont réussi, il faut que je le fasse. T'sais. Puis là, le coach va faire son suivi pour être certain que la mise en place va avoir lieu. Puis après ça, ce qu'on fait, on prend des photos, dans le fond, une Photoshop de à chacun des 3 mois. Puis on dit, regarde où est-ce que tu es parti, puis regarde où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Fait que s'il y a quand même eu d'évolution, puis on va continuer, puis c'est souvent des plans sur quasiment des fois 2-3 ans. Là. Ah, c'est ça, je m'en allais dire. Ça peut amener de la prévision. Ouais, merci. La prévision pour le futur. Tu veux vendre ton commerce dans 3 ans. D'ici à 3 ans, on va l'amener à la bonne place. Ben oui. Tu veux le passer à tes employés, à ton fils. Ton fils, tu as de la misère avec. On va le coacher pour être capable qu'il change puis qu'il arrive à voir. Puis s'il n'y a rien à faire, on va te dire qu'il n'y a rien à faire. Puis après ça, tu prendras ta décision. C'est prouvé que ça marche, les groupes de performance comme ça, les échanges. Vous le faites, là, je sais que les bannières, souvent le font, tout ça, puis il y a du partage. Le partage entre les pairs, c'est super important parce que ça te permet d'éviter des erreurs que tu vas faire puis de sauver du temps. Tu sais, tu dis, j'avais le goût de faire ça, mais non, il y en a 3 qui l'ont fait puis qui ont planté. Non, je ne le ferai pas, on va faire d'autres choses. Es-tu fier de ta carrière? Oui. Il y a toujours la question, qu'est-ce que je vais léguer? Dans le fond, c'est un peu... on est sur cette terre pas longtemps, puis... c'est vrai. Fait que j'essaie je pense pas tous les jours, mais je veux dire, qu'est-ce que je pourrais léguer? Puis je pense que pourquoi je me suis allé chez PME Guru. Puis j'ai accepté l'offre parce qu'il y avait d'autres offres en même temps. Mais je me suis dit, cette compagnie-là, elle peut vraiment changer l'industrie. C'est pas facile à changer l'industrie, là. Hein, j'ai l'impression qu'on danse tout seul. Puis à un moment donné, on aimerait ça que les autres viennent danser avec nous autres. Éventuellement, ça va y arriver. Il y a un mouvement, là. Il y a un réel mouvement, là. C'est ça. Fait que je te dirais, pourquoi j'ai choisi ça, c'était pour ça. Fait que je me suis dit, si dans les dernières années de travail, je suis capable d'arriver à partir ce mouvement-là, puis ça fonctionne, je pense qu'on aura une meilleure industrie, une industrie qui sera capable de se mesurer, une industrie qui va être capable aussi d'essayer de prédire ce qui va arriver. Parce que dans le fond, avec toutes les factures des ateliers, nous, on va être capable aussi, éventuellement, avec l'intelligence artificielle, de prédire ce qui va arriver. C'est dans le sens que si on sait que les pompes à essence sur tel type de véhicule ont plus de problématiques, puis ils brisent à 60 000 kg au lieu de 600 000 kg, je pense qu'on aura la pièce sur l'inventaire plus rapidement dans les entrepôts et des magasins pour être capable de servir les clients correctement. Ça peut même monter au manufacturier. Ah oui, c'est sûr. Ça peut aller jusque-là. Ouais. On serait capable même de probablement dire à l'atelier, tu as ce type de véhicule-là matin, commence à checker ces produits-là, parce que c'est sûr, on voit un taux anormal de bris à ce moment-là. Aujourd'hui, le marché est à l'envers, c'est que le fabricant, il pousse le produit à l'entrepôt, il pousse le produit au magasin, puis il espère qu'il va se vendre. Ça va sur un Honda Civic, il y a 1 million d'Honda Civic au Canada. Ouais, mais brise-tu la pièce sur Honda Civic? On s'est aperçu dans les dernières années qu'on a fait de nos études, c'est qu'il y a beaucoup de produits dans le magasin qui se vendent 1, 2, 3 ou 4 unités seulement pendant l'année. Une grosse partie de l'inventaire, c'est ça, puis c'est quand même assez dispendieux. On parle de sensor à 2, 3, 4, 500 piastres. Fait que comment tu peux avoir le produit sur ta tablette si tu ne sais pas cette information-là, tu le gardes. Fait que là, on le pousse, je le retourne, là, il commence à bouger, je le ramène. Ça n'a pas de sens. C'est du trimballage, c'est beaucoup d'inventaire, c'est de l'espace. C'est pas bon non plus. Là, fait que faut vraiment travailler. Et c'est le data qui va nous aider avec l'intelligence artificielle pour être capable un peu plus de prédire. Ça ne sera pas parfait, ça va s'évoluer, mais je pense que ça va nous amener vers une meilleure position de compréhension de ce qui peut arriver sur un véhicule. Consommateur, c'est pas grave, c'est le véhicule, nous, qui nous intéresse. Si ce véhicule-là, il y a eu ça, c'est quoi le millage moyen? Si on sait le millage moyen, on sait
quand est-ce qu'il devrait arriver dans la zone dangereuse pour un type de produit. Fait que c'est ça qu'il faut déterminer, puis s'assurer que le magasin soit capable de suivre. Parce que la majorité des ateliers, ils veulent acheter à un endroit. C'est plus simple, c'est plus facile au niveau opérationnel. Ils vont chercher leur plein rabais, mais il faut aider les magasins aussi, puis les réseaux de distribution pour les fournisseurs. Puis, tu sais, tu parles de clients, mais en même temps, on a un peu le même intérêt au niveau de la sécurité. Puis, tu sais, je crois que ça peut augmenter l'expérience client au niveau des ateliers, de dire, ben écoute, on a été capable de ramasser ces informations-là dans notre industrie, puis on est capable de vous dire que pour votre sécurité, qu'est-ce qui s'en vient, ça va être... Moi, j'adore le data avancé. Là, dans le fond, on a des KPI avec cet élément, mais le data avancé, comme on a parlé tantôt, les véhicules électriques, qu'est-ce qu'on fait comme véhicule, c'est quoi le taux horaire monté depuis 5 ans. Tout le data qu'on va aller chercher aujourd'hui, tout ça existe dans le hockey, ça existe dans tout. Ben oui. Ouais, ça existe. Aujourd'hui, on ne peut plus juste ramasser... on pense que il faut vraiment avoir du data si on veut. Puis si on veut améliorer quelque chose, on n'a pas le choix. Il faut mesurer. Tu veux faire un patio, tu vas mesurer une planche, ben, tu as un tape à mesurer. Là. Sinon, ton patio va être croche. Là. Mm-hmm. C'est la même affaire dans une business. Exact. Ouais, même chose. Mario, on a à peu près 3 minutes pour parler de ton podcast. Je m'excuse. Mais j'aurais aimé ça qu'on en parle quand même un peu plus. Mais juste mentionner aux gens que ça existe. Qu'est-ce que vous faites exactement avec moi, j'ai ça? été un précurseur dans les podcasts parce que chez Uniselect, j'en faisais pour les magasins et les ateliers dans les années 90. Fait qu'on dans le fond, c'était de l'information. On n'appelait pas ça des podcasts à l'époque. Plus style parce webinaire. Qu'un podcast, c'est juste supposé être verbal. Maintenant, c'est tout rendu visuel en plus. Fait que dans le fond, on fait 2 podcasts par mois. On en fait un pour les ateliers puis un pour les magasins. On diffuse toujours le premier mercredi soir du mois en direct. Puis après ça, il est capté. Donc, les gens peuvent l'écouter en différé s'ils le veulent. On prend un sujet. Dans le fond, je prends l'exemple du prochain mois où on va parler d'inspection numérique. Fait que là, on va juste parler d'inspection numérique. On va avoir des ateliers qui viennent parler de leur expérience, comment est-ce qu'ils ont été capables d'introduire ça dans leur... Puis on a aussi quelqu'un qui est un spécialiste. Fait qu'on on a souvent des spécialistes là, qui vont parler d'un sujet, que ce soit des packages, comment évaluer le taux horaire, tous des sujets, dans le fond, qui intéressent l'atelier, le propriétaire de l'atelier. Puis après ça, ben ils sont disponibles, les gens peuvent l'écouter. On a un groupe Facebook qui s'appelle Shop Guru et Store Guru. C'est des groupes fermés parce qu'on n'a pas le choix. Là. On parle quand même des fois de marche puis tout ça. Là. On ne va pas mettre ça à monsieur tout le monde. Là. Je comprends. Fait que c'est vraiment relié. Fait que c'est pour ça qu'on a juste un petit groupe de 400-500 personnes. Fait qu'on a moins de codes d'écoute qui les tient. Là, mais c'est correct. Là. C'est vraiment plus spécialisé. C'est plus différent. Niché. Ouais, c'est plus niché, c'est ça. C'est correct. J'ai bien du plaisir avec ça parce que ça me permet encore une fois, de faire des entrevues, poser des questions puis d'apprendre encore. Moi, je dis tout le temps qu'à chaque année, je deviens meilleur parce que j'ai rencontré 12, 14, 24 des niveaux puis j'apprends des choses puis ça évolue. Fait que je me garde informé puis je pense que on aide les gens à mieux comprendre. Après ça, c'est leur décision de dire qu'est-ce qu'ils veulent faire. Là, puis on essaie au moins d'amener cette information-là à eux autres d'une façon où ils peuvent l'écouter à la vitesse et au moment qu'ils le désirent. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire avec les podcasts. Bonne idée. Du côté mécanique. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire avant qu'on conclue? Pas vraiment. T'en as dit des choses? Hein? Non, c'est ça. Non, je pense qu'il y a un mot qui me vient en tête, c'est passion. Là. Je pense qu'il faut être passionné dans la vie. Je reviens encore. Si vous avez fait quelque chose avec passion, si vous n'êtes pas passionné ou si vous êtes sur le bord de la falaise, comme je l'ai été, je pense que c'est important de faire attention à vous, puis de prendre une décision, de faire un step back, de reculer, puis de dire non, faut que je me replace. Fait que je pense que c'est le message que je lancerai aux gens. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans notre industrie, dans l'après-marché. Les véhicules vont être là plus longtemps, plus dispendieux. Fait qu'il y a beaucoup plus par rapport à ça, autant carrosserie que mécanique. Fait que je pense que puis du côté carrosserie aussi, le message que je lancerai, c'est souvent vous ne faites pas de la mécanique, vous envoyez ça à l'extérieur, puis c'est vous qui êtes face au client, puis face à la compagnie d'assurance. Fait qu'on commence à avoir de plus en plus de carrossiers qui ont des ateliers mécaniques ou qui vont acheter un atelier mécanique qui est à vendre dans leur territoire, qui vont aller là pour aller au moins vérifier, s'assurer que la qualité du côté mécanique est bien faite. Puis ça leur permet aussi, après ça, l'atelier mécanique peut vendre d'autres services à des indépendants. Fait que ça leur permet d'avoir une deuxième business puis s'assurer une certaine qualité alors qu'il est fait par quelqu'un à l'externe. Des fois, quand on livre le véhicule, puis ça vient à votre dossier qui est mal fait, puis c'est pas nécessairement toujours de votre essor. Puis aujourd'hui, les véhicules sont de plus en plus technologiques. Fait que ça demande beaucoup de formation, puis de se garder informé, parce que c'est pas évident. Bien, moi, je vais te remercier de ta participation. Merci de ton partage, de ta transparence. Puis, merci de l'invitation.
tu sais, t'as quand même partagé des trucs personnels, là, tu sais, dans le sens de ton parcours c'était professionnel. Pour aider les gens si jamais il y avait dans la même situation, mais tout le temps, ça peut aider quelqu'un. Là. Je suis sûre que ça peut aider. Puis des fois, il y a des gens qui sont peut-être dans cette situation-là puis qui ne le réalisent pas. Ouais. Mon téléphone est ouvert si jamais ils veulent en parler. Moi, j'ai fait ça avec certaines personnes, des amis personnels, mais pas nécessairement toujours proches. Mais les gens se posent la question, qu'est-ce que tu en penses? Fait que si des fois, il y a des gens qui veulent partager leur situation, je peux leur donner des warnings ou des petits drapeaux rouges en disant « faites attention ». Bien, je te sens très épanouie chez PME Guru, puis je sens que tu parles de mot passion. Je pense que tu as encore la flamme dans le cœur, tu as encore la passion si je l'ai qui plus, je vais coule arrêter. dans les veines. Là. Fait que je te souhaite bonne continuité chez PME Guru. Puis si jamais tu es intéressé à revenir sur le podcast, t'es le bienvenu. Merci à toi. Merci. Bye.